C'est l'heure de notre rencontre hebdomadaire avec le duo Proulx-Bérard. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. On va commencer en parlant du masque. J'en parlais avec Marc Hamilton tantôt. Cette décision de la santé publique d'étirer ça jusqu'à la fin avril. Gilles, bonne idée ou pas? Bien, c'est une bonne idée. Il faut quoi? Parce qu'on est indiscipliné ou parce qu'on s'aperçoit que le microbe est combien de fois plus intelligent? C'est pas la première fois que je te le dis. Ça devait durer 2 semaines au début. On s'en va sur 3 ans et on voit que la Chine, qui est un pays discipliné quand elle veut imposer son autorité, est obligée de circonscrire Shanghai au complet. Quand on voit, évidemment, l'Europe qui est en train de nous rendre complètement dingues. Quand on voit ces compagnies d'aviation, on nous dit « ne devriez pas prendre trop d'avions parce que ça pollue l'air ». C'est un maudit problème dont on ne finira pas de parler et bien obligé d'accepter que la discipline doit s'imposer. On l'accepte. Est-ce que Frédéric, tu l'acceptes aussi? Bien non seulement je l'accepte, mais moi, je t'ai même dit il y a une couple de semaines qu'il fallait que ça se fasse. Écoute, c'est probablement la mesure sanitaire la moins encombrante là, versus tout le reste. C'est sûr que c'est légèrement désagréable, mais franchement, il y a des pays, notamment en Asie, qui se sont habitués depuis. Je pense qu'on est capable de continuer notre petit effort de guerre, ne serait-ce que pour protéger le système de santé encore un peu. Mais ça dépend toujours de ce que tu fais. Quelqu'un qui travaille dans un secteur où il fait chaud, je sais pas, quelqu'un qui travaille dans une aluminerie, dans une salle de cuve, il doit faire chaud pas mal. Avoir le masque, ça doit être assez compliqué. Mais je suis d'accord avec toi, surtout que le ministre a dit... Les autres, c'est-à-dire pas le ministre, mais le responsable de la santé publique, le docteur Boileau, a dit les autres responsables de santé publique à travers le Canada, je leur parle, puis eux autres, ils ont enlevé le masque, puis ils disent « Ah, si on pouvait le remettre, là, ça ferait donc notre affaire. Vous autres, vous ne l'avez pas enlevé. » Alors, c'est vrai qu'une fois que c'est enlevé, c'est compliqué de revenir là-dessus. OK, parlons justement, puisqu'il est question de pandémie. On a appris ça aujourd'hui, le CHSLD Herron. On se souvient de ce qui s'était passé là-bas. Les morts dans des conditions atroces au début de la pandémie. C'était vraiment épouvantable. Ça arrivait une fin de semaine, ça avait éclaté. Et le gouvernement qui s'en allait en fin de semaine, je ne sais pas si vous vous souvenez des circonstances, M. Legault qui disait « Ah, ça va bien au Québec, on tire notre épingle du jeu », puis il part, puis le lendemain, ça pète de partout. Or, depuis le début, depuis qu'on enquête là-dessus, la version du gouvernement, c'était « On ne le savait pas ». Alors, il y a un courriel qui a été publié ce matin qui montre que la ministre de la Santé, Danielle McCann, qui échange avec la ministre Marguerite Blais, sont au courant une dizaine de jours avant que ça se passe chez Herron. L'opposition dit « Hey, c'est la preuve d'une négligence ». Elles disent aujourd'hui, Mme Blais parlait à l'Assemblée nationale, disait « Non, ça montre, on était au courant, mais ça pétait de tellement partout qu'on ne connaissait pas l'ampleur spécifique d'Orval. » Gilles, réaction. On fait du post-pilatisme. On se renvoie la balle, comme tu vois. Et Legault a dit à un moment donné, non, ça va très bien. Sauf qu'il ne sait pas que sa machine est tellement grosse qu'il ne peut pas voir où toutes les poules sont dans la cage où elles devraient être. Alors, voilà qu'il y a une poule qui a échappé parce qu'il y a un manque de rigueur, de contrôle et de surveillance à donner des permis pour souvent à des affairistes plus qu'à des gens qui ont une conscience sociale et en même temps sanitaire. Alors, c'est inadmissible, c'est flagrant. C'est une honte au bulletin de Legault qui se vante tellement en matière de santé d'avoir fait du Québec une province qui a su se discipliner et puis on est en avant des autres, puis on est mieux que les autres. On n'est pas mieux, on est plus vieux que les autres, on est plus vulnérable que les autres, donc on s'expose plus que les autres. C'est ce qu'il faut retenir. Mais Frédéric, on s'entend là, que ça n'avait pas de bon sens, ça a glissé. Depuis que c'est arrivé, tout le monde le dénonce. Mais ce que l'opposition dit aujourd'hui, vous le saviez, donc vous avez mal agi puis vous avez été négligent. Est-ce qu'on peut franchir ce pas-là, de dire que vous avez été négligent là, consciemment? Bien, écoute, moi, je souscris à ce que dit Gilles, mais pour répondre à ta question, je veux dire, ils sont chanceux, les caquistes, qu'il y ait encore cette espèce d'indulgence. Parce qu'un autre gouvernement, par exemple, un gouvernement libéral, par exemple, celui de Philippe Couillard, par exemple, avec Gaétan Barrette à la santé, si ce genre de révélation-là sortait aujourd'hui avec ces gars-là en poste, je te jure qu'il y aurait des têtes qui revoleraient de partout, puis on réclamerait des démissions, puis ça finirait plus. Or là, on se dit, qu'est-ce que tu veux, hein? Il savait, puis c'est pas si grave que ça. Attends un instant, là, que cette affaire-là soit arrivée, déjà là, c'est épouvantable, mais que tu sais plusieurs jours à l'avance que ça s'en vient et que tu fais rien,
Ça, c'est de la négligence, c'est pratiquement criminel, et je pèse mes mots, là. Alors, un instant, il y a des redditions de comptes qui doivent être faites actuellement, et je ne comprends pas Oui, mais Mme Letts, je le savais, mais ça arrivait. Les informations, c'est parce que quand tu prends 2000 courriels, puis tu en sors un, puis bon, ben, ça a l'air de dire que tu pensais juste à ça, mais elle ne pensait pas juste à ça. Elle dit, on le savait, et de toute façon, on manquait de monde. La moitié des gens étaient malades dans le système de la santé, ils n'allaient pas travailler, on ne savait pas où prendre le monde. Donc, on était en mode urgence, puis on faisait ce qu'on pouvait, on était débordés de tous bords, de tous côtés. C'est son argument, là. Ben oui, mais attends un instant, là, c'est parce qu'il y a quelque chose de grave, là. L'affaire d'Aaron, c'est pas une affaire parmi tant d'autres, c'était l'affaire la plus grave. Et là, tu as un courriel qui dit « Catastrophe qui s'en vient, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça ». Et tout le monde dort au gaz, il n'y a personne qui agit alors qu'il y a des vies humaines en jeu. Mais M. Legault dit le CIUS t'a informé de ça, on se fiait au CIUS pour arranger ça, là. Oui, mais là, arrangez-vous en vous autres. Parce que l'autre affaire, pour finir rapidement... On se fiait au sondage qui venait de révéler quelques jours avant qu'il était le champion du monde. Je pense que c'est ça sur quoi il se fiait le plus. Alors, je suis tellement fort, tellement aimé que je ne m'énerve pas. Mais l'argument, c'est de dire, écoutez, nous autres, on était débordés, pardon, puis ceux qui étaient vraiment responsables, le CIUS, ils savaient. Alors, t'as eux autres à s'arranger avec leur trouble, là. Bien, il y a un principe dans notre système qui est celui de la responsabilité gouvernementale. C'est le ministre qui est responsable de l'ensemble de ses fonctionnaires, peu importe le palier. Ici, non seulement il est responsable de l'ensemble de ses fonctionnaires, mais en plus de ça, on leur a dit à ces deux ministres ce qui était sur le point de se produire. Et pendant tous ces mois-là, par la suite, ils nous ont menti en nous disant on ne le savait pas. C'est faux, c'est un mensonge, c'est sérieux, c'est grave. Ça, c'est vrai que depuis 2 ans, on nous dit on ne le savait pas. Bon, parlons maintenant de M. Zelensky. C'est extrêmement éprouvant ce qu'on a vu aujourd'hui. D'ailleurs, on ne représentera pas les images. Il a présenté des images à l'ONU et il a demandé à ce qu'on retire le statut de membre du Conseil de sécurité à la Russie parce qu'il dit le pays est responsable de crimes de guerre. Et les images qu'on a vues, c'était vraiment bouleversant. Gilles, est-ce qu'on devrait dire là, on a créé une institution depuis la guerre, automatiquement, la Russie est membre du Conseil de sécurité, on l'expulse depuis l'affaire-là. Est-ce que vraiment ce serait la solution? Bien, ça pourrait l'être, mais je pense que malgré tout, Poutine a l'appui d'un fort bloc de la population du globe. Et le premier à s'opposer à ce projet-là, ce serait la Chine, nécessairement. Il a l'appui de l'Iran, il a l'appui de l'Inde, du Pakistan, du Brésil, du Mexique, de Cuba. Ça fait quand même pas mal de pays, somme toute, qui, malgré les horreurs et les dénonciations qu'on peut faire, quand tu penses que tu as un tiers de la population du globe terrestre qui est sur ton bord, c'est bien difficile de déloger les traditions, je pense. Alors, je pense pas qu'on réussirait à le déloger. Tant que la Chine est là, il va lui donner un vote. Oublions ça. OK, alors, Frédéric, tu vois ça comment? Si on ne peut pas lui enlever ça, ce statut au Conseil de sécurité, justement parce que la Chine est de son bord, puis la Russie étant elle-même un membre du Conseil, elle ne s'auto-expulsera pas. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il y a quelques semaines, tu étais prêt à intervenir militairement, là, parce que tu as vu les images aujourd'hui, c'est d'une fois dans le dos. Et quand on parle de Boutcha, l'endroit où ça s'est passé, au début, les Russes disaient « ça a été arrangé avec le gars des vues, ils ont transporté des cadavres. » Ils ont des preuves avec des photos satellites que les cadavres ils étaient là il y a quelques semaines et il y a quelques jours. Ils étaient disposés tous à la même place, ils n'ont pas bougé. Alors, c'est pas vrai que c'est stagé, cette histoire-là. Qu'est-ce qu'on fait? Bien, écoute, ce que dit Gilles, sur la première question, il a absolument raison. Tant que la Chine va être du côté des Russes, on oublie ça, cette réforme-là. Et puis, tu as raison de rappeler qu'il y a de ça quelques semaines, je m'étais laissé prendre émotivement. On s'en souvient quand je te disais qu'il fallait faire quelque chose, il fallait agir militairement. Tu m'avais convaincu du contraire en un sens. Et là, je vois les images aujourd'hui, en fait, depuis quelques jours maintenant. Et puis, je suis encore ambivalent, je dois t'avouer, parce qu'effectivement, on a peur de la menace nucléaire, mais en même temps, la réalité, c'est qu'on a abandonné l'Ukraine. On l'abandonne encore aujourd'hui. Il y a des attaques contre des civils. Ça commence à ressembler à un semi-génocide, tout ça. Et qu'est-ce qu'on fait? Bien, on regarde ça, puis on se désole, puis on se dit, bien, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus? La question que moi, je vais poser maintenant, puis je ne l'avais pas posée il y a une couple de semaines, est-ce que Poutine pèserait vraiment sur le piton nucléaire, sachant qu'il veut l'Ukraine? Est-ce qu'il va la varloper au grand complet? Est-ce que c'est sérieux, cette affaire-là, ou c'est nécessairement du chantage?
Je suis plus certain, moi. Le général à la retraite, le général Landry dit non, il ne le fera pas. Puis c'est pas une raison pour ne pas intervenir, parce qu'il y a un niveau de choses épouvantables qui se déroulent qu'on ne peut pas tolérer. Gilles, il faudrait s'impliquer ou pas, ou changer de stratégie, pas le laisser faire comme il fait là. On s'aperçoit dans cette guerre qui est en l'an 2022, il n'y a rien de comparable avec le Vietnam ou les autres, par les moyens technologiques de la communication. Quand on dit « Ah ben ça, c'est de la manipulation, c'est de la propagande d'un l'un par l'autre », on ne sait plus qui croire, mais là, les images sont révélatrices par les moyens qu'on a de satellites et autres moyens, et le nombre de pays alliés de l'Ukraine qui ont des moyens, puis des espions, puis des ambassades, on obtient des informations qui sont passablement juste. Maintenant, Poutine est-il assez fou pour peser sur le bouton rouge puis faire éclater une bombe atomique sur l'Ukraine seulement? La riposte va venir de la France, de l'Angleterre, qui est là aussi avec un feu nucléaire. Et par conséquent, c'est un continent complet là, qu'on parle de voir disparaître. On ne peut pas imaginer ça. OK, mais le ferait-il? C'est tout le questionnement. Lui, il laisse entendre qu'il le ferait, et même il donne des indications que sa santé mentale ne serait pas adéquate. C'est une façon de dire, regardez, attention, là, je suis dangereux. Peut-être qu'il n'est pas pantoute, peut-être qu'il est tout à fait stable mentalement, mais il veut donner des indications qu'il ne l'est pas. On verra bien, mais pour l'instant, il n'est pas question que l'Occident s'implique. Au retour, on va parler, ça va bien sur la planète. Pandémie, guerre en Ukraine, et là, le GIEC qui nous dit, d'ici 3 ans, si on n'a pas changé nos habitudes de consommation, il sera trop tard. La Terre sa température moyenne va monter de plus de 2 degrés avec les catastrophes que ça comporte dans 3 minutes. Avec moi, Gilles Proulx et Frédéric Bérard. Nous allons parler maintenant du rapport des experts en climatologie de l'ONU, le GIEC, qui nous a donné ça. Puis ça passe un peu dans le beurre, là, parce qu'on parle de la guerre, puis on parle de la pandémie sur la planète, mais le principal péril actuellement, semble-t-il, c'est la consommation de pétrole, de gaz, c'est la pollution, puisqu'on nous dit qu'il nous reste maintenant 3 ans pour éviter de faire monter les températures moyennes de 2 degrés. Et si ça monte de plus de 2 degrés, là, il y aura une série de catastrophes. Et ça va tellement changer à l'échelle planétaire qu'on n'est à peu près pas en mesure de prévoir ce qui va se passer. Frédéric, qu'est-ce qu'on fait avec ça, là, en pleine pandémie puis en pleine guerre? Bien, écoute, tu dis pandémie et guerre, tu as raison de le mentionner, mais la réalité, c'est que ces rapports-là existaient bien avant la pandémie, bien avant la guerre. Mais là, c'est la première fois qu'on nous parle de 3 ans, là. Ils disent que c'est plus proche que ce qu'on pensait que c'était. Oui, ça, tu as raison, mais reste que c'est quand même conforme à tout ce qui avait été annoncé avant. Et j'ai franchement l'impression que l'année prochaine, ils vont nous dire que c'est 2 ans. Donc, peut-être qu'on est mieux d'y voir. Puis, visiblement, on n'est pas en train d'y voir, mais pas du tout. Parce que Stephen Guilbeault, l'apôtre vert, là, celui qui allait sauver l'écologie canadienne, nous a annoncé la semaine passée qu'on allait produire encore davantage de pétrole l'année prochaine au Canada et que l'industrie pétrolière, qui est plus subventionnée sous le gouvernement Trudeau qu'elle l'était sous le gouvernement Harper, il faut le faire, bien, va continuer de l'être probablement. Et puis pour le reste, les objectifs visés pour cette même industrie, là, d'ici 2030, c'est pas grave, on n'aura pas besoin de les suivre, mais l'hydroélectricité, eux, vont suivre leur quota, mais le pétrolier, ça, c'est pas si important que ça. En d'autres termes, faites-moi rire, le Canada est une vraie blague. Si tous les Canadiens consommaient, si tous les citoyens du monde consommaient comme le Canada, ça prendrait 4,1 planètes Terre. Puis au Québec, on a Benoît Charette, ça c'est une autre andouille, ça, qui nous dit « on peut rien faire de plus, on est tellement bon, on est tellement bon, on est tellement fin, puis regardez l'Inde, regardez la Chine, puis regardez-nous. » La réalité, c'est que les Québécois consomment 6 fois plus qu'en Inde et 2 fois plus que les Chinois. Gilles. Il y a tellement de contradictions, on est pris entre le yin et le yang, hein? Et évidemment, à ce moment-là, il faudrait aussi mettre au pas la Chine et l'Inde, qui n'écouteront pas ces directives-là. On nous donne 3 ans, c'est épouvantable. Un rapport de 3000 pages, félicitations, bravo. Mais croyez-vous vraiment y a-t-il des savants dans le monde qui travaillent, par exemple, sur un dispositif pour, à tout le moins, si on ne peut pas avoir des voitures électriques tout de suite, pour atténuer la consommation d'essence, faire en sorte que l'essence soit un peu moins nocive? Est-ce que les multinationales, les grandes générales motrices et moteurs de ce monde font ça?
Non. Je me rappelle d'un sommet, tiens, écologique en Afrique du Sud. Il y a des savants du monde. Ça fait à peine 10 ans. Il faudrait planter 1 milliard d'arbres dans le Sahara pour purifier. On pourrait fertiliser le Sahara pour purifier le ciel. Est-ce qu'on en a reparlé? Jamais. Est-ce que là, il va falloir que vous appreniez à adopter une meilleure bouffe? Une meilleure bouffe dans un pays où le capitalisme encourage le fast-food avec des dizaines de milliers d'emplois et se trouve avec le problème de l'obésité généralisée. Donc, ce n'est pas un problème, encore une fois, pour le yin et le yang. Parce que ce que Gilles dit, c'est vrai, ils l'ont souligné. Si on changeait juste notre façon de manger, parce qu'on mange beaucoup de viande, si on arrêtait de manger de la viande, le bœuf, c'est un facteur extrêmement important de gaz. Les pets de bœuf, les flatulences, ça crée tellement de gaz à l'échelle planétaire que ça fait augmenter considérablement les gaz à effet de serre. Mais Gilles, es-tu prêt à arrêter de manger des hamburgers, surtout arrêter de voyager, toi qui voyages 4-5 fois par année? Ouais, là, t'en as une bonne. C'est évident que je vais demander de... Le gouvernement, mais toi? Non, je suis d'accord avec toi. J'ai encore quelques rêves de voir des pays. Enfin, le voyage... Non, il ne faut plus. Si tu veux atteindre les objectifs dans les 3 prochaines années, finis les voyages, pas d'hamburger. Oui, il n'y a pas de doute. De la salade à Montréal, c'est ça que ça te prend. Mais toi, avec ta grosse Cadillac qui va aller au Wrigley Field à Chicago... Non, mais moi, est-ce que j'ai chialé contre les gouvernements? C'est vous autres les deux, là, contre les gouvernements. Je vous prends au mot. Je te donne juste un exemple. On veut lutter contre les immondices. Que font les gouvernements, même les dictatures, ne sont pas capables d'imposer aux gens arrêtez de jeter des déchets le long des rivières, des lacs, de la mer, etc. Regarde le fléau des plastiques qui est en train de tuer nombre de familles de poissons, de faune aquatique. Finalement, mon cher Denis, les seuls êtres qui sont équilibrés, c'est le monde animal. OK, mais là, donc, si je me fie à ce que Gilles dit, parce que tu disais tantôt, 3 ans, il n'y a rien à faire, là. On passe à un autre appel. On va se ramasser avec le problème. On s'attend, il y aura des rats de marée, puis il y aura de la grêle dans le Sahara, puis je sais pas quoi. Ce que le GIEC... Moi, je veux juste dire, monsieur, moi, je suis végétarien depuis maintenant 6 mois. Je lance ça comme ça. Ça avait l'air d'aller un petit peu mieux, là, à Montréal, depuis une couple de mois. Mais sinon, on rit, mais c'est vraiment pas drôle parce que là, on s'en va tout droit dans le mur et puis on pourra juste se blâmer nous-mêmes parce que l'oncologue nous dit si tu n'arrêtes pas de faire le fou d'ici 3 ans, tu vas mourir. Ça n'arrête pas de fumer, là. On pourrait toujours soigner ton cancer, puis ça n'arrête pas de fumer, il n'y a rien à faire. Mais là, on se dit, bon, mais tu vois, je suis obligé, j'ai pas le droit, je suis tellement habitué de fumer, il faut que je fume. En tout cas, je te dis, des fois, c'est démoralisant, là, parler des nouvelles. Je te dis, pandémie, guerre, puis ça, là. On est désarmés, qu'est-ce que tu veux? OK, on va surmonter le moral. Parlons de Catherine Dorion, qui nous dit qu'elle prend sa retraite de l'Assemblée nationale parce que c'est pas ses dates, ça sert à rien. Gilles, est-ce que elle n'a pas raison? Tu l'as souvent dénoncé, l'Assemblée nationale, là, quand même. Oui. Au moins, elle n'est pas opportuniste. Elle aurait pu faire un 2e mandat. Peut-être qu'elle sait qu'elle ne sera pas élue, mais elle aurait eu une pension. Mais là, moi, je lui conseille de tout simplement vieillir, cette petite fille-là. Peut-être de postuler à Star Academy, à commencer à gratter de la guitare et adoucir ses contestations de rue. Parce qu'au début, je vais le tenir dans la rue, puis je vais faire de la politique de rue. Et puis la démocratie, c'est la rue. Oui, quand tu as 2 millions de personnes pour appuyer un chef politique, ça, c'est de la démocratie directe. Mais elle va attirer 30 personnes. La 2e fois, ça va descendre à 18, puis après ça, 12, et puis on va se tanner. Mais sur le fond de la question, là... Dans le fond, c'est le parti politique du parti égalitaire, ou égalitaire, je l'appelle la souveraineté égalitaire, ou la souveraineté solitaire, qui aurait dû lui donner son catéchisme de règlement. Tu rentres ici, tu deviens député, voici les règles. Mais c'est ça qu'elle dit. Il y a trop de règles, puis la règle fait que ça nous bâillonne. Tu es doué de voter du même bord tout le temps, tu es doué de dire telle affaire. Puis c'est dans l'opposition, ça sert à rien. C'est tout le programme de la CAQ qui ne représente que 25 de la population qui passe. Frédéric, qu'est-ce que tu dis de ça? Ben, écoute, moi, j'avais des espoirs en Catherine Dorion, contrairement peut-être à Gilles. Et au contraire, moi, je suis content que quelqu'un arrive un peu du champ gauche, c'est le cas de le dire, côté artistique, qui essaie de donner des coups de pied dans l'espèce de cacane pour essayer de brasser les affaires. Ce que je reproche, ou en fait, je reproche rien, mais où j'ai été déçu avec Catherine Dorion, c'est qu'elle a passé beaucoup plus de temps sur des questions de forme que sur des questions de fond. Elle aurait pu utiliser son influence parce qu'elle en avait pour modifier des projets de loi, pour proposer des projets de loi, pour mousser des causes. Au lieu de ça, on a été empêtré dans des débats touchant
des cotons ouettés, des ci, des ça. Il y en a qui vont dire, oui, mais c'est pas de sa faute à elle. Je comprends en partie, mais je pense que elle voulait dénoncer la rigidité de l'institution. C'est une belle façon. Justement, avec la forme, de montrer qu'elle n'avait pas de prise sur le fond. Mais ça sur la question de la forme, c'est une chose. Mais je pense qu'on a passé 95 % de son mandat à discuter de forme et non pas de fond. Alors, quand on dit que le monde progresse, là, on a toutes ces réalités-là. Là. Catherine Dorion qui quitte l'Assemblée nationale, la pandémie, le GIEC, la guerre, et Gilles Proulx qui fête son anniversaire aujourd'hui. Joyeux anniversaire, mon Gilles, qui est la preuve que la sagesse n'est pas nécessairement égale à l'âge. Un octogénaire assez dynamique, hein? Merci, mon cher Octo. Et merci, Frédéric, également. Merci. On se revoit cette semaine. Frédéric, qui lance un autre livre. Et en ce qui nous concerne, au retour, nous allons parler avec un Québécois qui a réussi quelque chose d'exceptionnel. Il a fait une course de chien en Alaska, 1600 km dans des conditions effroyables. Il nous en parle dans 3 minutes.